Bonsoir Natacha. Bonsoir Frédéric, merci beaucoup. Vous allez bien? Mais oui, très bien. Merci d'être ici. Mais merci de me recevoir. Ouais, non, c'est un plaisir. Puis je vois que comme toujours, vous avez toujours au fond de l'œil une espèce d'espièglerie qui est assez amusante. Et pourtant, quand on vous lit, quand on regarde vos œuvres, il y a toujours un examen de conscience extrêmement profond et parfois très mélancolique. Mélancolique, je ne suis pas sûr, mais conscient en tout cas des enjeux de la vie et des enjeux des relations avec les gens. Et ça n'incite pas forcément à la gaieté. En revanche, le côté espiègle existe, puisque avec l'espièglerie et l'humour, on arrive à supporter des situations qui sont quelquefois assez lourdes sur le plan sentimental. Mais votre dernier livre s'intitule... Merci beaucoup. Votre dernier livre s'intitule « Mes regrets sont des remords ». Oui. C'est extrêmement rare aujourd'hui d'assumer le remords. On est dans une société où tout le monde nous explique « je n'ai pas à être jugé, donc je ne regrette rien, je n'ai pas de remords ». Oui, c'est ça, sur les enfants de « c'est pas mon problème ». Voilà. Et non, moi je ne suis pas du tout comme ça. Moi je ne crois pas en Dieu, je crois en rien en fait, sauf en la nécessité de se bien comporter avec les autres. Donc... et ça, c'est un chemin qui est assez long à parcourir, et c'est ce que raconte le livre. Et vous avez aussi consacré un documentaire à votre oncle, François Mitterrand. Le pays de l'innocence. Le pays de l'innocence. Et vous explorez son enfance, des choses extrêmement rares de votre famille. Très peu de choses sur son enfance, oui. Voilà, vous êtes allé regarder véritablement comment il avait grandi, dans quelle famille tout Alors, ça vous se savez, passait. je l'ai fait avec d'autant plus de cœur qu'en fait, j'ai passé mon enfance surtout auprès de ma famille maternelle. Tandis que mes grands-parents paternels, c'est-à-dire les parents de François Mitterrand et de mon père, d'abord, je ne les ai pas connus, ils étaient morts quand je suis né, et finalement, ils sont restés un peu une énigme. À un certain moment, ça va avec mes regrets sont des remords. À un certain moment, j'ai voulu vraiment essayer de situer où je suis. À un moment où, peut-être parce que je ne suis plus jeune, et que j'essaye de voir, enfin de progresser peut-être encore regarder pour le dernier temps. Voilà, quel fut le parcours, voilà. Je me suis aperçu par exemple que la ville de Jarnac, qui est censée être la ville natale de François Mitterrand, et qui est la ville natale de François Mitterrand, n'a pas été le plus important. Le plus important, c'était les domaines à la campagne, où il vivait avec ses grands-parents. Mais à travers cela, vous nous racontez la France. Et oui, vous dites d'ailleurs que les amours de François Mitterrand, c'est-à-dire cette capacité à aimer la France à travers, vous dites, ses villages, ses routes, ses chemins, ses omelettes au cèpe. Il y a tout ce condensé de l'amour de la France. Alors, quand on lit le journal d'Anne, qui est donc le livre qui est paru en même temps que la correspondance, on est fasciné par ça. On constate d'abord perpétuer l'adolescence. Hein, c'est l'homme de 50 ans qui fait ça, c'est un adolescent encore, un adolescent dans son amour. On constate ce que vous venez de dire, un amour fusionnel de la France. Et enfin, c'est là où on revient à l'enfance et à ce pays d'innocence, une présence de la spiritualité française très très forte, puisque presque une lettre sur 3 est agrémentée de la photo d'une église, d'un prieuré, de quelque chose qui relève en fait de la spiritualité française. Et vous évoquez aussi la question de l'Algérie sur François Mitterrand. Il a porté la culpabilité de cela pendant longtemps. Vous pensez que, justement, on ne comprend bien un homme que quand on comprend ce qu'il porte de culpabilité ? Ben oui, c'est un peu l'exercice auquel je me suis livré avec mon livre. Je pense que ça a été son remords et que c'est une des raisons pour lesquelles il a été tellement volontaire pour l'abolition de la peine de mort. Il portait ça. 57 condamnations à mort pendant qu'il était ministre de l'Intérieur. Ministre de l'Intérieur et de la Justice. Et donc, il était donc au Conseil qui examinait les demandes de grâce. Et le Conseil émettait un jugement en disant il faut accorder la grâce ou il faut la refuser auprès du président de la République qui était René Coty, qui n'était pas très informé des choses et qui planait un peu. Et en fait, François Mitterrand était le rapporteur de ce Conseil. Mais il est bien probable que sur les 57, François Mitterrand n'a pas incliné à la grâce dans beaucoup de cas. Je pense qu'il en a gardé un souvenir effroyable. Vous dites, vous expliquez... On n'a pas de remords sans avoir fait.
Non, bien sûr. Pas fait. Et on fait, on assume, mais on a des remords. Vous racontez qu'il ne cessait de transgresser, et vous-même, vous n'avez cessé de transgresser toute votre vie. Alors évidemment, la transgression ultime, celle que tout le monde a vue, c'est pour un Mitterrand devenir ministre de la Culture de Nicolas Sarkozy, mais toute votre vie, en fait, est Moi, dans j'ai pas le sentiment d'avoir transgressé. J'ai le sentiment d'avoir été libre. La transgression, c'est une chose beaucoup plus intime, et c'est ce que j'essaie de dire dans mon livre. La transgression, c'est quand vous poursuivez un petit camarade d'école et que vous le traitez de sale juif. Là, c'est une transgression par rapport à la morale qui est la vôtre. Ce petit enfant dont vous parlez, c'est vous, celui qui Oui. poursuit Oui. un autre et qui le traite de sale juif. Et Rendez vous avez compte que- porté ce rendez compte remords. que Ça 60 fait partie de vos Rendez remords. compte que 60 ans plus tard, Mais je pense c'est que, en resté effet, une chose totalement présente. ça- C'est-à-dire, je crois aussi que les enfants, contrairement à ce qu'on dit, ont un sens très précis du bien et du mal. Ils savent. À l'instant même où j'ai dit cette parole à cet enfant, j'ai eu un sentiment de honte qui ne m'a plus quitté. Oui. Voilà. Donc, transgression, je suis transgressif sur le plan de la société mondaine, et encore dans la société mondaine, en général, je suis assez bien reçu, mais de la société comme ça, classique, disons. Oui. Mais en fait, je n'ai pas du tout l'impression de transgresser. Je dis, ce qui est important, ce qui est grave, ce sont les transgressions par rapport au code moral que l'on a. Et moi, je pense que j'ai un code moral assez solide, malgré tout. Quand vous avez été ministre, vous avez dit que, d'ailleurs, vous avez très lucidement expliqué quelles étaient les limites du travail d'un ministre. Oui, parce que c'est toujours triste quand vous pensez à certaines choses que vous voulez faire et dont vous pensez qu'elles sont utiles, et que vous voyez que le train de l'État tarde tellement à le comprendre. Vous savez, le problème, c'est que il ne faut pas commander, il faut convaincre. Mais peut-être aussi qu'il faut Il faut du temps. Oui, du temps, et puis un grand président, surtout sur Alors, la culture, parce il qu'il faut n'y a avoir- pas de culture sans un grand président qui porte le rayonnement. Et alors, il faut avoir la confiance du président. Les bons ministres de la Culture, c'était André Malraux, ça a été Jacques Lang, bien évidemment. Mais parce que, et d'ailleurs, vous l'avez dit vous-même, De Gaulle était Oui. la culture, François Mitterrand était la culture. Et même Giscard d'Estaing, avec son ministre, son premier ministre de la Culture, Michel Guy, ça a bien fonctionné. Il n'a pas gardé suffisamment longtemps, il le regrette encore d'ailleurs. Alors ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que moi, j'étais très soutenu par François Fillon. Et François Fillon, quand je suis devenu ministre, m'a dit, moi, si ça avait été moi, je ne vous aurais jamais nommé. Je lui ai dit, bon, bah alors, je ne peux que progresser. Et finalement, j'ai progressé, puisque finalement, il m'a toujours protégé et défendu. J'ai l'impression que vous gardez une certaine, un certain respect et peut-être même une tendresse pour lui. Affection. Oui. Affection. Ça ne veut pas dire que je voterai pour lui. Non ? Et ça n'a pas de rapport avec les difficultés qu'il connaît maintenant. C'est parce que je trouve son programme qui ne correspond pas à ce que je pense. Mais sur le plan de la relation humaine que j'ai pu avoir dans la mare au canard, c'est le cas de le dire, de la politique, je garde un souvenir très respectueux et très affectueux de François Fillon. Vous pensez ça vous touche, ce qu'il traverse Oui, là ? ça me touche, oui. Oui. Ça me touche parce que je pense au jeune homme romanesque qui avait toutes les ambitions, et sans doute peut-être une ambition sociale, qui lui revient comme un boomerang là maintenant, mais qui avait aussi des ambitions de nature plus élevée. Et vous savez, c'est le bébé qui part avec l'eau du bain. Parce que, en fait, c'est un homme tout à fait estimable. Et voilà, et ça me rend très triste pour lui. Je comprends parfaitement que le discours moralisateur qu'on lui oppose, je le comprends. Mais quand on a un ami, ça reste un ami. Je n'étais pas son ami, j'avais de l'amitié pour lui. Et ça, cette amitié que j'avais pour lui, je la garde. Vous l'avez soutenu ? Enfin, je veux dire, J'ai envoyé un personnellement. mot, j'ai envoyé un mot, oui. j'en ai envoyé un à son épouse. Et puis je suis en relation avec quelqu'un qui est très proche de lui, que je vois régulièrement. Il sait très bien ce que je pense, il sait très bien que je ne suis pas là, je ne fais pas partie de la meute qui aboie, loin de là. Mais bon, pour l'instant, il est dans un tel maelstrom que ça n'a pas d'importance pour lui.
Ça vous dérange, cette recherche de morale en politique? Enfin, comment vous voyez cette demande aujourd'hui de moralisation de la vie politique? Ben, je la trouve, C'est un progrès ou je pas? la trouve parfaitement souhaitable. J'ai une admiration immense pour Angela Merkel qui vit dans son appartement avec son mari et vous allez à la chancellerie, il y avait juste un petit corps de garde et après on vous montre un couloir et au bout du couloir il y a la chancelière qui sort d'ailleurs pour aller dans le bureau d'à côté. J'ai une admiration absolue pour ça. Absolument ça. Je trouve que c'est ça ce qu'on devrait arriver à faire. En France, tout est différent. Toute la classe politique passe son temps invitée. Moi-même, ne faisant pas partie de la classe politique et faisant partie d'une petite pseudo-élite parisienne, je profite un peu de ce genre d'arrangement. Mais enfin, je n'ai pas le... Vous n'avez pas les obligations Voilà, de la j'ai classe pas les politique. obligations de la classe politique. Et même, je dois dire que quand j'étais ministre, j'étais très très rigoureux là-dessus. Mais en France, les gens ont perdu la tête depuis longtemps. Depuis longtemps. Tous, à droite comme à gauche. Et tel fait refaire sa résidence officielle à grands frais, et quasiment sans contrôle. Tel autre part en vacances chez un souverain étranger pendant 15 jours et tout est payé, etc., etc. À droite comme à gauche. Vous trouvez que ça devrait sortir, tout cela? Que la presse devrait Ben, le sortir? oui, je trouve qu'on devrait le dire. Mais alors, souvent, c'est dit par des gens peu recommandables aussi. Par ailleurs, je trouve aussi, c'est très compliqué. L'apprentissage de la vérité n'est pas immédiat, il se prend du temps. Et je trouve que, par exemple, une des grandes chaînes d'information qui est en très grand progrès, que beaucoup de gens regardent maintenant, etc., s'est acharné sur François Fillon d'une manière invraisemblable, sans jamais donner la parole à quelqu'un qui ait pu le défendre. C'était vraiment un lynchage. Vous parlez de BFM? Je parle de BFM, oui. Un lynchage. Et je trouve ça très, 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 très honteux, parce qu'il n'y a jamais eu la possibilité de se défendre. La vérité, c'est la sérénité et la justice. Donc ça prend plus de temps. Là, on est dans une campagne présidentielle. C'est pas normal de lyncher les gens, même dans une campagne présidentielle. Et vous avez toujours vu Emmanuel Macron comme une bulle, vous l'avez dit. Au début, oui, mais maintenant j'ai changé. Vous avez changé? Oui, j'ai changé. Je trouve qu'il prend de la profondeur et de l'épaisseur à chaque fois que je lis ou que je regarde quelque chose sur lui. Je le trouve intéressant. Il commet encore des erreurs, comme par exemple d'aller dire aux harkis, aux pieds noirs, après la lobotomisation à laquelle il a été soumis en Algérie, ce que je peux comprendre, parce que je suis allé moi-même en Algérie, je sais comment ça se passe. Mais d'aller leur dire « je vous ai compris », là, ça veut dire qu'il y a quand même un truc... Oui, c'est quand même les mots de la trahison de la part de De Gaulle, Oui, enfin, en tout cas de ce que les pieds noirs considèrent comme une trahison. C'est paradoxal. Oui. Mais en dehors de ces lacunes ou ces manques qu'il peut avoir, je suis frappé par le mouvement permanent. Je suis frappé par l'intelligence de pratiquement tous les propos. Et je pense, alors c'est pas du tout le même pays, c'est pas du tout les mêmes circonstances, mais cependant je ne peux pas m'empêcher d'y penser, à une sorte de renouvellement générationnel qui ressemblerait à ce qui se passe actuellement au Canada avec Trudeau. C'est-à-dire que tout d'un coup, il va se passer quelque chose de neuf. Vous pourriez être tenté par Emmanuel Macron. Vous l'avez déjà rencontré? Je pense qu'il m'évite. Je pense qu'il doit trouver que je suis quelqu'un d'un peu sulfureux et qu'il n'a pas besoin d'avoir ça. Il en a déjà beaucoup. De soutien. Oui, tout le monde veut le soutenir actuellement. Donc, il se dit, celui-là, non. Enfin, je ne sais pas, mais je pense qu'il doit y avoir quelque chose de ça. Je pense qu'il y a même une chose subliminale en ce qui concerne Emmanuel Macron, qui, moi, me le rend très sympathique, c'est la revanche de l'affaire Russier. C'est-à-dire que, en fait, son mariage avec une femme par ailleurs charmante et très intelligente et jolie en plus, son mariage avec une femme plus âgée que lui est très populaire et répare, mais de manière subliminale, répare un traumatisme de la société française qui ça avait été traduit d'ailleurs par un film avec Annie Girardot qui avait battu tous les records de recettes, qui était Mourir d'aimer. C'est-à-dire il y a quelque chose comme ça là aussi. C'est-à-dire qu'à chaque instant, il y a un renouveau. Et moi, je ne suis pas un fanatique de la modernité, je ne suis pas un fanatique de la nouveauté,
Mais là, dans la France d'aujourd'hui, j'aspire à ça. Là, pour vous, elle est romanesque, cette nouveauté. Elle a en plus, Elle a en quelque plus, chose de... en plus, mais il faut pas Elle trop. a un souffle. Oui, voilà, un souffle, une volonté de l'intelligence, et je crois une bienveillance. Alors il la surjoue la bienveillance, il est bienveillant avec tout le monde. Un petit peu. Oui. Il y a quand même beaucoup d'amour, Je vous beaucoup aime, d'attention. etc., aux autres. etc., oui. Ah, voilà, est-ce qu'il va tenir en face de tout ce qu'il attend? Vous semblez le j'espère. souhaiter, vous. Moi, je le souhaite, Oui. oui. Je le souhaite, mais je n'en suis pas sûr. On peut Oui. souhaiter des choses dont on n'est pas sûr. Vous avez évoqué assez souvent, dans vos souvenirs, dans ce que vous portez de compliqué, votre homosexualité comme quelque chose Oui. qui a toujours été extrêmement, quasiment un calvaire pour vous à assumer. Ce n'est pas un calvaire, mais je me méfie, dis-moi, du mythe de l'homosexualité heureuse et que tout se passe bien et que, soit dans une société assez indifférente aux enjeux que cela représente, parce que ce sont des vies différentes, la vie homosexuelle est une vie différente, contrairement à ce... Encore aujourd'hui, Encore aujourd'hui. on est dans un discours au contraire de normalisation. Oui, mais c'est une normalisation pour hétéros. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une manière de dire oui, tout va très bien, maintenant le problème est réglé, mais ce n'est pas vécu de l'intérieur. Vous voulez dire qu'on cherche Sociologiquement, à gommer c'est- la différence. Dans certains milieux, c'est réglé, même peut-être dans beaucoup plus de milieux qu'on ne le pense, parce qu'il y a et les jeunes notamment, ils en rigolent et tout va bien. Bon, et c'est parfait comme ça. Mais à vivre, c'est beaucoup plus compliqué quand même. Beaucoup plus compliqué. Et je trouve que vouloir gommer cette difficulté, dans laquelle je ne me drape pas, je ne fais pas un étendard, mais qui a d'autres avantages, c'est d'apporter une certaine distance par rapport au fonctionnement de la société et une certaine liberté, et quelquefois de l'humour aussi. Certainement, ça, vous l'avez beaucoup pratiqué. Mais si aujourd'hui, on vous disait que vous pouvez tout recommencer, repartir à zéro, vous avez 20 ans, qu'est-ce que vous faites? Quelle vie vous menez maintenant, aujourd'hui? J'essaie d'être moins faible. Moins faible. Oui. C'est-à-dire, j'essaye de ne pas vouloir me faire aimer à tout prix et d'être un peu plus égocentrique. Et c'est-à-dire, oui, je ne suis pas du tout égocentrique, contrairement à ce que Je n'ai pas non, je sais, vous ne l'avez pas dit, mais quelquefois les gens disent, ah, narcisse et tout ça. Non, pas du tout. Simplement, j'étudie les choses, et parmi les choses que j'étudie aussi mon propre comportement, mais j'essaierai d'être plus rigoureux dans mes choix. C'est-à-dire, en fait, ce que j'ai envie de faire depuis le début, c'est de faire des films et d'écrire. Et j'ai pris des chemins de travers, j'ai voulu gagner de l'argent. En fait, une certaine intégrité. Je veux dire, Éric Rohmer vivait comme ça, vivait dans l'intégrité. Une intégrité absolue, quasi monacale, qui lui a permis de faire des 40 films merveilleux et jusqu'à Une 80 forme ans. d'ascèse. Vous aspirez Oui. à l'ascèse? Oui, comme tous les gens qui ne la pratiquent pas. Voilà. Nous Nous en sommes tous là. On aspire toujours à ce qu'on n'a pas. On a toujours des repères comme ça qu'on n'arrive pas à atteindre. J'ai aussi besoin d'amitié et je crois que j'ai des amitiés ferventes autour de moi. Je ne suis pas seul. Hein. Il faut donner du temps à l'amitié aussi. Et donner du temps aux enfants, puisque je me suis beaucoup occupé de mes enfants. Aussi étrange que ça puisse paraître, j'ai été un bon père. Vous avez donc 2 Les enfants. oreillons, les otites, le dentiste, l'école à 8h du matin. C'est le plus dur, c'est l'école à 8h du matin. Vous qui êtes matinale, beaucoup plus matinale que moi, vous savez ce que c'est que d'emmener les enfants à l'école à 8h. Et vous avez grandi, enfin ils ont grandi avec vous, vous les avez emmenés tous les matins? J'ai tout fait, j'ai tout fait. Et d'ailleurs, je pense, il faudrait les interroger un jour, je pense qu'ils en ont été assez contents. Et aujourd'hui, ils vont vous laisser le temps de faire, Voilà, d'aller plus loin. voilà. Mais écoutez, on peut vous souhaiter en tout cas de continuer à cheminer vers cette ascèse. Et Qui nous permet de nous retrouver dans un lieu extrêmement ascétique. exactement. Et vous viendrez nous parler de vos films Très la bien. prochaine fois. Merci Merci de beaucoup, m'avoir reçu Frédéric. si gentiment. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.